Je viens vous interviewer pour la prise en charge de la douleur dans le cadre de la santé mentale. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'on entend derrière la notion de santé mentale? Alors la santé mentale, c'est une grande entité, c'est une partie de la médecine importante, donc c'est une notion un peu de santé publique qui regroupe toutes les pathologies psychiques allant de l'anxiété, de la dépression, aux pathologies schizophréniques, au délire, etc. Donc, notre établissement est spécialisé dans ce domaine de la prise en charge de la santé mentale, aussi bien sur le plan curatif, pour proposer des soins aux patients souffrant de troubles psychiques, que aussi un peu sur le plan préventif. Et notre établissement est volontiers destiné à la fois aux enfants et aux personnes adultes. La santé mentale, eh bien, c'est une partie intégrante de la santé selon la définition de l'OMS, et c'est toutes les maladies psychiques, psychiatriques qui vont venir altérer la qualité de vie des patients, de toute personne, parce que rien n'immunise contre les pathologies psychiques. Quel type de douleur retrouve-t-on dans la santé mentale? Les gens atteints de troubles psychiques sont comme tout le monde, ils peuvent avoir des pathologies douloureuses physiques liées à une problématique de santé, que ce soit un ulcère gastrique, des lombalgies, etc. Mais en même temps, ce qui fait la complexité, c'est-à-dire que certaines pathologies psychiatriques se verbalisent sur le mode, se diagnostiquent, enfin se révèlent aussi sur le mode de pathologie douloureuse. C'est-à-dire que les gens ont une plainte douloureuse et qui est sous-tendue par une problématique psychique. C'est souvent les gens, quand on leur dit ça, ils disent mais docteur, c'est pas dans ma tête, j'ai mal. C'est vrai, les gens ont vraiment mal, sauf que leur pathologie n'est pas sous-tendue par un problème organique, mais par un problème psychique. Donc on est amené aussi à soigner un certain nombre de ce type de pathologies, avec d'autres pathologies plus classiques en matière de douleur, que sont des douleurs neuropathiques ou des douleurs par ce qu'on appelle excès de nociception, c'est-à-dire par inflammation ou par lésion d'un organe particulier. En tout cas, la santé mentale ne protège d'aucune douleur. Il y a dans l'histoire de la psychiatrie des auteurs qui ont écrit que certains patients étaient insensibles à la douleur, que les déficients mentaux pouvaient se rouler dans la neige sans avoir froid, pouvaient ne plus avoir faim, pouvaient marcher sur des membres fracturés sans en souffrir. Et les données neuropsychologiques et neuroscientifiques récentes montrent bien que c'est faux et que tout le monde souffre. Et comment les gérez-vous? Comment on les gère? C'est-à-dire que déjà, on partait ici un peu d'assez bas, puisque on n'avait pas eu, je suis arrivé il y a 10 ans, on n'avait pas il y a 10 ans une politique d'évaluation, enfin déjà de demander aux gens s'ils avaient mal. Donc déjà on leur demande s'ils ont, de façon quasi systématique, s'ils ont une douleur. On évalue cette douleur par les échelles de cotation tout à fait classiques. À partir de cette évaluation, on essaye de donner une orientation de cette douleur, quel est le substratum qui sous-tend cette douleur. C'est-à-dire qu'il y a 3 grands domaines. Il y a les douleurs par excès de ce qu'on appelle nociception, enfin je ne veux pas être trop spécialisé, mais qui sont des douleurs par lésion d'organes, par inflammation. Il y a les douleurs neuropathiques qui sont par lésion du système nerveux. Et il y a un 3e domaine qui est le domaine de ce qu'on appelle les psychalgies, qui sont des douleurs liées à une altération psychique ou psychologique. Donc on essaye de faire ces 3 évaluations-là. Déjà quand on arrive à faire ça, c'est déjà une bonne chose, parce que les patients, on a souvent la réflexion, j'ai mal, c'est pas dans ma tête, je suis pas fou, etc. Donc on essaye de faire entendre ça aux personnes, et après on a une réponse thérapeutique adaptée en fonction de chaque catégorie de douleur que nous sommes amenés à prendre en compte. Le discours, je vais plus parler de l'évaluation, qui peut être beaucoup plus difficile et beaucoup plus délicate chez nous, parce que les patients ne s'en plaignent pas toujours. Alors certes, il y a des patients qui sont communicants, qui peuvent accéder aux mêmes échelles d'évaluation que les patients qui ne souffrent pas de pathologie mentale.
En revanche, on a aussi tous les patients psychotiques ou les patients déficitaires qui, eux, peuvent avoir une altération de cette communication, et là, on a recours à d'autres outils pour évaluer leur douleur. Encore une fois, parce qu'on est persuadé qu'ils souffrent également, c'est juste qu'ils ne l'expriment pas de la même façon et que du coup, on peut se faire un peu avoir et passer à côté de pathologies physiques qui peuvent avoir des retentissements sur le comportement. Quel traitement et quelle thérapie mettez-vous en place pour vos patients? On met des thérapies classiques en matière de douleur, c'est-à-dire des antalgiques. Ça peut être depuis le paracétamol jusqu'à la morphine, en fonction du besoin du patient et de l'intensité de la douleur, de l'origine de la douleur. On met en place des antidépresseurs quand on est confronté à des pathologies dépressives ou à certaines douleurs neuropathiques, puisqu'on sait que certaines douleurs, disons neuropathiques, de lésions nerveuses, sont sensibles aux antidépresseurs. Et puis on met des alternatives aux médicamenteuses aussi en place. Alors on les met progressivement, ça n'a pas toujours été simple. Ça peut être de la relaxation, de l'hypnose, des massages, et puis toute forme de psychothérapie quand on pense que ces douleurs ont un impact sur le vécu quotidien des patients. C'est une dimension également importante qu'on essaye de prendre en charge. Êtes-vous aussi confronté à des personnes qui sont dépendantes aux médicaments antidouleurs? Et quelle approche avez-vous avec elles? Alors il se trouve que c'est un exemple que je donne souvent, c'est que moi quand je suis migraineux, j'ai réagi un petit peu comme un patient dépendant à l'ibuprofène et je vais courir jusqu'à ce que je trouve mon produit pour enfin me soulager de cette souffrance. Donc est-ce qu'on peut considérer que c'est une dépendance pure? La question c'est pour le patient au moment où il prend le médicament, est-ce que c'est pour soulager sa douleur ou est-ce que c'est pour soulager son besoin du produit? Et cette différence elle est toujours difficile à trancher. Je crois que chez la plupart des soignants, il y a souvent cette tendance à croire que le patient prend des médicaments pour les gober et pour le produit et puis pour le manque, plus que pour la douleur. Et le problème, c'est que si un patient a cette petite étiquette de dépendant ou a déjà eu des antécédents d'abus, il est vite moins bien soigné que les autres en ce qui concerne la douleur. Parce que tout de suite, on va dire, peut-être qu'il n'a pas vraiment mal et qu'il veut juste le médicament pour le médicament et non pas pour soulager sa douleur. Donc c'est tout un travail d'équipe, de communication et de confiance qui doit se faire entre le patient, l'équipe, le médecin généraliste, le médecin psychiatre, et c'est souvent très compliqué. On fait tout ce qu'on fait de mieux, on fait de notre mieux pour y arriver. Le point qu'il ne faut pas oublier dans ce qui concerne la douleur, comme en ce qui concerne la souffrance, c'est que c'est tellement subjectif que seul le patient peut nous dire s'il souffre ou non. Et qu'à partir du moment où on ne le croit plus, on n'a plus aucun indice pour évaluer et traiter cette douleur. Ce n'est pas le cas par exemple pour la tension, ce n'est pas le cas pour le diabète où on peut mesurer le taux de sucre dans le sang. Enfin, on a des critères objectifs qui nous disent vous êtes guéri, vous êtes à traiter, enfin, on a différents protocoles et tout. Pour tout ce qui est subjectif, il y a vraiment une interaction entre les soignants et le soigné qui est très délicate et il ne faut pas oublier que le patient a une part d'expertise puisque c'est le seul qui peut dire à quel point il a mal, comment il a mal, à quelle heure il a mal, ce que ça l'empêche de faire. Alors ça c'est un peu à double tranchant parce que quelque part on est un peu dépendant de ce que va nous dire le patient et là où la confiance intervient c'est qu'on peut aussi ne pas le croire justement en pensant qu'il peut feindre une douleur pour avoir des médicaments. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.